la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, la formation d'un gouvernement de cohésion nationale et le refus de réintégrer dans l'armée les impénitents récidivistes. Ce sont là les quelques grandes décisions annoncées par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange lors de son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Mathieu Kamango. Il est évident que les résolutions sont abondantes, environ 700, mais dans son discours, il a par-ci par-là visé, si vous voulez, des recommandations phares. Un discours très salué par la famille politique en RDC, majorité, opposition et société civile. Oui, la lecture, c'est que le président de la République a annoncé, si vous voulez bien, les mesures pratiques de la matérialisation de ce que nous avons décidé tout au long de concertation nationale. Et je pense que nous avons fait ce travail au nom du peuple souverain. Il a tout dit. Il a parlé au Congo, aux Congolais, tout court. Donc c'est un message pour toute la nation congolaise. Un discours applaudi pendant plus d'une heure et de grandes décisions ont été annoncées, certes, comme la formation imminente d'un gouvernement de la cohésion nationale. Je vous annonce que, dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Ce gouvernement, il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile. Un gouvernement auquel prendra part même l'opposition extra-parlementaire. Vous êtes aussi demandeur d'une place au sein du gouvernement de la cohésion nationale. Je ne peux pas parler en termes de demandeurs ou quoi, parce que j'ai ma composante politique, c'est l'opposition politique. Je ne peux pas décider personnellement. Il appartient à ma composante de décider. Ce gouvernement aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et l'organisation des élections. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila à la nation n'a pas fait l'objet des débats, mais plutôt des réactions qui viennent de toutes parts. Aujourd'hui, nous vous proposons celle du coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui est également revenu sur les pourparlers de Kampala. Suivez François Mwamba Tchimbi. On a indiqué maintenant une feuille de route, c'est-à-dire le chemin critique à partir duquel nous allons pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des résolutions qui ont été élaborées par les concertateurs. C'est un nouveau départ, il l'a dit, c'est un tournant extrêmement important. Je pense que c'est aussi un grand signal à nos ennemis. Les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur doivent pouvoir comprendre qu'en toute chose, il faut considérer la fin. S'agissant des Kampala, ça fait 10 mois qu'on a discuté. Aujourd'hui, ce que nous disons, la République démocratique du Congo a mis sur la table des propositions réalistes. De deux choses l'une, ils signent nos propositions, tout va bien. Ils ne signent pas nos propositions, eh bien ce problème sera réglé d'une autre manière parce que on ne peut pas non plus tendre sa main éternellement à des gens qui n'ont ni yeux ni oreilles pour entendre. Autre réaction, c'est celle de la société civile du Nord Kivu qui salue aussi les mesures du chef de l'État Joseph Kabila. Elle note tout de même l'omission d'autres préoccupations très importante selon elle pour rendre effective la cohésion nationale, notamment la question sur l'état de siège qu'elle souhaite que le chef de l'État décrète dans les territoires sous contrôle du M23. Elle conseille beaucoup de prudence sur la question de la double nationalité. Goma, capitale du Nord Kivu, toujours sur ses gardes à l'idée d'un possible regain des violences. C'est l'une des provinces où on attendait le plus les mesures du chef de l'État pour notamment mettre un terme au bruit des bottes vécu quasiment au quotidien. Et c'est peut-être le début de la fin de tout ceci, espère la société civile, si ces mesures sont appliquées à la lettre, mais avec beaucoup de prudence, comme la question de la double nationalité. Et le Rwanda a un projet de balkaniser notre pays. Ils ont la nationalité congolaise, puisqu'ils ont pillé tout le matériel
de la CENI. Donc ils ont tous des cartes d'électeurs. Et je vous dis, cette question-là devra interpeller plus qu'un citoyen congolais, puisque tout le Rwanda va se déverser au Nord Kivu. D'autres de ces préoccupations sont restées en suspens, estime-t-elle, notamment son mémorandum appelant le chef de l'État à décréter l'état de siège dans le territoire sous contrôle de la rébellion du M23. Malheureusement, le chef de l'État ne l'a pas fait à travers son adresse, alors que toute la nation et particulièrement la population du Nord Kivu s'y attendait. Et les femmes de cette province sont en tête des victimes de ces atrocités. Mutilées, violées, elle insiste sur le profil qu'il faut à la personne qui sera choisie pour plaider sa cause. Nous pensons que ceux qui sont appelés à mettre cela en réalisation vont tenir compte de la femme au majuscule. Nous voulons qu'on puisse mettre la femme qu'il faut à la place qu'il faut. La personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le vœu de tous les Congolais, surtout pour ce gouvernement de cohésion nationale dont la mission ne sera pas de tout repos. Parmi les grandes décisions prises par le président de la République, le refus d'accorder un quelconque poste aux récidivistes impénitents qui sont dans le M23, même ceux qui sont dans les groupes armés. Mais sur un ton ferme, Joseph Kabila a donc donné un message clair. On en parle avec l'invité sur ce plateau, Cheo Kitunde Léonard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur, élu du Kasaï, vous êtes également ambassadeur. Pourquoi Joseph Kabila a-t-il usé d'un ton très ferme vis-à-vis du M23 et des groupes armés? Et vous savez, on peut même dire qu'une des causes même de la convocation des concertations nationales, c'est justement la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, la désolation que causent les groupes armés à l'est du pays, et parmi ces groupes armés, je crois que le plus dur et contre lequel nous devons vraiment mettre beaucoup plus d'énergie à neutraliser, c'est effectivement le M23. Et le président de la République a été extrêmement ferme, parce que vous ne savez pas combien la guerre à l'Est est un véritable tonneau d'Anaïbe par rapport aux deniers publics qui sont consacrés pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi la défense des populations civiles. C'est pour cela que le chef de l'État n'a laissé aucun choix aux groupes armés, c'est être désarmé et se rendre. Un point c'est tout, et sinon, effectivement, les armes vont parler. Alors, donc là, le président a été ferme. Et il a dit, effectivement, il a dit qu'il faut continuer à mettre en œuvre la montée en puissance des forces armées congolaises, non seulement par la qualité de recrutement, mais en même temps la qualité des équipements dont ils doivent disposer pour défendre réellement et efficacement la République démocratique du Congo. Sans exclure le dialogue, justement, Joseph Kabila semble mettre l'accent sur l'option militaire. Est-ce que c'est votre analyse? Le chef de l'État a mis les trois options sur la table. Option politique, diplomatique et militaire. Pour l'instant, vous l'avez remarqué, sur le plan diplomatique, n'en parlons pas. Je crois que toute la communauté internationale est derrière le gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Sur le plan politique, vous l'avez remarqué, d'ailleurs on peut dire politico-diplomatique, parce que les conversations à Kampala ont d'abord un aspect interne et un aspect international, cela d'autant plus qu'ils bénéficient d'un soutien d'un pays limitrophe. Mais là encore une fois, les choses traînent en longueur, le chef d'État l'a rappelé, alors qu'on avait imparti 3 jours au gouvernement de la République et au M23 de reprendre le pourparler, et 14 jours pour conclure. Aujourd'hui, il y a plus de 2 mois maintenant que les choses traînent en longueur. Donc là, encore une fois, je crois que le chef d'État a pris la mesure de la gravité des pourparlers avec le M23, et par conséquent, il faut en tirer les conséquences. Mais de toute manière, toutes les options sont sur la table. La communauté internationale, chez Kitundu, privilégie l'option politique. Ce qui se passe à Kampala, Joseph Kabila prend pratiquement le contre-pied en écoutant les concertateurs. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que Joseph Kabila reste un peu sourd aux appels de l'ONU? Je crois que le chef de l'État met la communauté internationale devant ses responsabilités. C'est ce qu'a voulu dire le président. Le président est patient pour essayer de trouver une conclusion dans le pourparlers de Kampala. Mais si les choses continuent à traîner en longueur, le gouvernement sera obligé de prendre aussi ses propres responsabilités, celle de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais surtout les populations civiles. C'est particulièrement cela.
L'opinion attendait des grandes décisions concernant les situations sécuritaires dans l'Est. Est-ce que Joseph Kabila a répondu à ces attentes? A-t-il proposé une solution efficace contre la crise? Évidemment, parce que, comme on l'a rappelé, il n'y a que 3 options. Et les 3 options, on l'a rappelé tout à l'heure. Je crois que ces 3 options ont été exploitées. Sur le plan diplomatique, je crois que le président n'a pas autant voyagé que dernièrement pour trouver un compromis sur la question de la guerre à l'Est et le déploiement de la brigade d'intervention. Et vraiment, le summum même des démarches entreprises par le chef de l'État pour mettre fin à la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Cette brigade avec un mandat robuste, c'est quand même assez inédit dans les annales des Nations Unies. Donc ça montre effectivement la consécration sur le plan. Mais maintenant, sur le plan militaire, vous avez remarqué, le chef de l'État a fait allusion aux faits d'armes qu'on a félicité dernièrement en ce qui concerne nos forces armées, tous ces exploits qui ont été réalisés à l'est du pays. Mais sur le plan politique, les choses traînent en longueur. Alors si la question ne peut pas être réglée politiquement par un dialogue franc avec le représentant du M23, inévitablement, l'ultima ratio, là, on aura tout épuisé sur le plan diplomatique et politique. Il ne restera plus d'autre option que l'option militaire. Cheikh Kitundu Léonard, je vous remercie de toutes les réponses à nos questions et surtout de votre disponibilité. Merci infiniment. La journée des Nations Unies, c'est ce 24 octobre, une journée traditionnellement marquée dans le monde entier par des réunions, débats et expositions des objectifs et même des succès de cette organisation. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une manifestation a été organisée au siège des Nations Unies. Et Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, le ministre des Affaires étrangères congolais, a donc représenté le gouvernement. Cette cérémonie, célébrée également à travers le monde, marque le 68e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Il s'agit de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies le 24 octobre 1945. À Kinshasa, la cérémonie a été présidée par le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Une journée est placée sous les signes de l'unité et de la paix des Nations Unies. Martin Kobler livre ici le message de Ban Ki-moon. Nous sommes ici pour vous servir. Nous sommes ici de servir le peuple congolais. Nous sommes ici de coopérer avec le gouvernement pour achever une solution durable, en particulier dans l'est du pays. Par la suite, Raymond Tshibanda, représentant le gouvernement de la RDC, a réaffirmé l'engagement de son pays aux idéaux de la Charte de l'ONU. Je n'oublie pas le travail plus que remarquable que fait la MONUSCO. La MONUSCO qui construit avec nous la paix. La MONUSCO qui nous aide à mettre fin aux forces négatives dans notre pays. Le 24 octobre est célébré comme journée des Nations Unies depuis 1948. En 1971, l'Assemblée générale a recommandé que cette journée devienne un jour férié par les États membres. Rendons-nous à présent en Belgique, précisément à Bruxelles, pour faire le point sur la table ronde de la diaspora congolaise. C'est une grande rencontre qui réunit d'une part les délégués du gouvernement congolais et d'autre part ceux de la diaspora congolaise. L'objectif est de mettre en place une stratégie concertée, inclusive, dans le cadre de la reconstruction nationale. À ce sujet, nous sommes en ligne à partir de Bruxelles avec Adam Tchaloué, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Pourquoi, Adam, une table ronde alors que les concertations nationales viennent de se tenir à Kinshasa? Les concertations nationales ont permis au pays, d'une part, de dégager les problèmes actuels qui gênent la cohésion nationale et d'esquisser les pistes de solutions aux problèmes secteur par secteur. Mais ce n'est que des recommandations. De ces recommandations, la synthèse du chef de l'État a permis de donner à qui des droits des orientations qui elles-mêmes seront traduites en décisions. Nous allons donc vers la mise en œuvre de nouvelles politiques dans tous les domaines. Parmi ces domaines, celui de la diaspora. Cette table ronde entre le gouvernement et le Congolais de l'extérieur va enrichir par ces résolutions la réflexion du gouvernement dans la mise en place d'une politique des Congolais de l'étranger
qui se dessine à la suite du discours hier du président de la République.